on m'a prié de restituer cet atelier numéro 2 qui concernait la recherche face aux défis de l'internationalisation. Ce que je vais faire en quelques instants, et puis je vais évidemment laisser un temps d'échange si vous le souhaitez. Alors les grands axes de réflexion ont été les suivants. Le constat d'une économie mondiale avec une économie de la connaissance et de l'innovation qui occupe évidemment une importance croissante dans le monde, avec des leviers indispensables pour procurer aux économies les nouveaux vecteurs de croissance, de spécialisation différenciée, de conquête des marchés extérieurs. Alors c'est effectivement des choses qui nous concernent tous, qui nous concernent sans doute encore un peu plus dans les Outre-mer avec les fameuses Strategy for Smart Specialization, les S3, qui doivent colorer en quelque sorte la consommation des crédits européens, puisque un principe de concentration thématique imposé par la Commission européenne nous impose de consommer 50% du FEDER Convergence, je dis bien 50% d'1,130 milliard sur 4 objectifs, dont la recherche, développement et innovation. Alors la Commission européenne vient d'annoncer l'accroissement du niveau de ses investissements dans le domaine de la recherche, de l'innovation, dans sa communication sur les nouveaux programmes de financement RDI, Horizon, Europe, consciente de la compétition mondiale en excellence de la recherche et des attentes sociétales fortes pour répondre aux défis mondiaux de la transition écologique, énergétique et sociale. Là encore, ce sont bien sûr des choses qui nous rapprochent, des choses qui nous parlent. Transition démographique, transition écologique, transition énergétique, tous les Outre-mer sont concernés par ces questions et au-delà d'ailleurs un certain nombre de RUP. Alors, prenons maintenant la carte du monde pour constater que nos universités ultramarines, elles font effectivement face à une spirale compétitivité, attractivité de la recherche. Ce sont des éléments qu'on a évoqués tout au long de ces 2 journées. Le constat, c'est effectivement une mondialisation qui s'est concentrée autour de quelques grands pôles. Et puis peut-être que cette configuration mondiale offre des opportunités, c'est dans tous les cas le pari que nous faisons. C'est celui d'un besoin accru d'espaces intermédiaires entre des grands hubs mondiaux, un besoin d'interface finalement entre ces grands hubs mondiaux, et puis tout ça sur fond de mutation numérique. Il s'agit du coup de pouvoir tisser du lien à distance et puis de penser ce grand basculement que nous vivons depuis maintenant quelques années, qui est le centre de gravité d'un système monde sur un axe Afrique-Asie. Nous avons tous en tête la renaissance de la fameuse stratégie chinoise, les routes de la soie au bord, et c'est évidemment un défi qui nous concerne tout particulièrement. Alors, réflexion importante dans cet atelier, levier d'intégration, c'est être différent, singulier, avec une plus-value et en complémentarité en étant regroupé, connecté. Cette petite image tout à fait intéressante qui nous renvoie à la fameuse thèse de l'océan rouge, parce que dans une compétition accrue, la concurrence est terrible, et puis l'océan bleu, c'est vous qui inventez votre marché, en quelque sorte, et vous êtes tout seul dans l'océan, et vous pouvez réussir. Alors c'est cette métaphore de l'océan rouge et de l'océan bleu, elle est puissante chez nous, on y réfléchit beaucoup. Et c'est dans ce contexte que l'internationalisation peut s'avérer comme une opportunité pour développer une stratégie d'attractivité qui serait basée sur une offre singulière à l'échelle mondiale en créant les fameuses masses critiques en réseau. Là encore, ça nous renvoie à des critiques récurrentes qu'on a pu entendre dans le cadre des PIA 3 sur l'appel à projet école universitaire de recherche, où malgré les efforts consentis par les uns et les autres, le jury international pointait du doigt soit une masse critique insuffisante, soit finalement un grand nombre d'acteurs qui créaient une entropie trop grande, et dans tous les cas, ça nous conduisait à l'échec. Dans tous les cas, au refus d'être accompagnés lors de ce PIA 3. Bien entendu, nous ne perdons pas espoir et nous souhaitons créer justement ces niches en partenariat avec l'ensemble de nos partenaires ultramarins et des RUP. Alors,
déroulé de l'atelier, ça a été en gros ce timing, et puis les conclusions, on va y aller très très vite. Voilà les participants à cet atelier, je ne vais pas tous les citer. L'objectif était globalement d'identifier les conditions d'émergence et de pérennisation des réseaux de recherche et d'une recherche singulière qui s'inscrit dans un contexte mondial. Propositions et questionnements. Première grande question, comment construire une offre singulière en recherche? Voilà les conclusions de cet atelier. Tout d'abord, identification des freins. Nos partenaires ont identifié effectivement une absence de cartographie précise des acteurs, un paysage institutionnel et politique parfois instable, des capacités d'accueil limitées dans ces territoires, de l'ensemble de nos bassins, les défis, les leviers, bien vous le voyez, identifier des thématiques à fort impact en créant des avantages comparatifs, c'est dans l'esprit effectivement de la S3, des S3 des différents territoires. Puis deuxième levier important, construire des plateaux techniques, scientifiques, de recherche, des centres de compétences et d'infrastructures remarquables et les mettre en résonance. Alors, beaucoup de territoires ultramarins bénéficient depuis maintenant plusieurs années de plateaux techniques d'excellence. On aura l'occasion d'en visiter un demain au Maïdo. Et effectivement, il faut mettre ça en réseau. En quelque sorte, c'est déjà le cas dans une large mesure. Les réseaux scientifiques sont mondiaux, par définition. Il s'agit de penser sans doute à l'occasion de notre avenir, de notre projet commun, des réseaux de RUP, des réseaux interdom, pour exister davantage sur la fameuse carte du monde que nous voyons il y a quelques instants. Alors enfin, les actions ont été listées, elles sont au nombre de 5. Première action, réaliser cette fameuse cartographie précise de nos spécificités à l'aune de leur positionnement international. Où sommes-nous plus légitimes, plus efficients, plus meilleurs que d'autres, sur des concepts sans doute en co-construction, je pense à résilience des sociétés et des territoires par exemple, comment développer des outils de financement et de mise en réseau en prenant justement l'outil et le véhicule financier des programmes opérationnels européens. Nous avons cette chance d'en bénéficier, il faut exploiter cette chance. Et puis probablement également privilégier les partenariats publics-privés avec des bailleurs de fonds qui ne sont pas classiques, mais que nous devons aller chercher. Créer des systèmes qui permettent aux jeunes chercheurs de connaître rapidement leur environnement de recherche local et régional pour éviter la fameuse fuite des cerveaux, pour aller vite. Et puis enfin, ça a été encore évoqué ce matin, créer des lieux, des campus pour chercheurs en résidence. C'est un projet cher au collègue Jean-Pierre Chamriat qui était présent ce matin dans une autre table ronde. Nous avons déjà bénéficié de crédits européens sur 2007-2013 pour construire la cité internationale d'accueil des chercheurs au Tampon, sur notre campus du Tampon. Mais effectivement, il faudrait sans doute reproduire ces programmes immobiliers, même si le contexte budgétaire est contraint, mais en profitant des fonds européens consacrés à la coopération régionale, à la coopération transfrontalière, consacrer encore des crédits pour penser ces lieux. Dans tous les cas, ces lieux se construisent. Je pense au fameux campus porté par le groupe Médine à Maurice, avec ce projet qui n'est plus un projet de grand campus international. C'est ce type d'expérience qu'il nous faut absolument multiplier dans nos territoires. Deuxième grande question, quel frein et quel levier pour créer et pérenniser des masses critiques en réseau? Je le disais il y a quelques instants, c'est toujours ce défi qu'il nous faut relever. Alors nos partenaires, nos collègues ont effectivement identifié ces freins, manque de connaissance des acteurs, manque de reconnaissance nationale, internationale des capacités de recherche dans nos outre-mer, manque cruel de réactivité, millefeuille institutionnel, manque de cohésion et mutualisation des dispositifs d'appui. Nos amis ont la dent dure, mais c'est souvent effectivement ces freins qui sont identifiés. Puis enfin, déficit structurel, on pense à des débits Internet insuffisants, à l'isolement géographique, au manque de connexion à des réseaux internationaux, à l'éloignement des centres de décision, toutes choses qu'on entend souvent dans nos territoires. Alors, les leviers, eh bien, c'est d'abord
porter à connaissance, se faire connaître les équipes et les thématiques phares entre les régions ultrapériphériques de l'Europe et au niveau international. Nous avons effectivement des niches, des savoir-faire, il faut tout simplement le faire savoir. Renforcer l'attractivité des infrastructures et des équipes en recherche. Bien sûr, c'est déjà un peu le cas, heureusement, avec des LABEX qui sont installés dans nos départements d'outre-mer, avec des plateaux techniques, j'en citais un tout à l'heure en physique de l'atmosphère, en santé avec le cyclotron-Sirois, mais il y en a d'autres qu'il faut absolument porter à connaissance de l'ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale. Et puis enfin, sans doute, le troisième levier le plus important, c'est mutualiser, bien sûr, mutualiser les forces pour être intégrés dans des réseaux de recherche qui seront désormais plus visibles sur la fameuse carte du monde. Donc les actions proposées, eh bien, trois grandes familles d'actions. D'abord, en premier lieu, développer le réseau des réseaux entre les RUP, le réseau des cellules Europe par exemple, créer des outils de mise en réseau à l'échelle des RUP, des annuaires, des thématiques de recherche, des bases de connaissances interactives et d'interconnaissances, sans doute un peu dans l'esprit des réseaux sociaux de chercheurs. Nous sommes effectivement dans cette période, dans cette grande transition numérique. Il faut absolument exploiter cette transition et exploiter ses potentialités surtout dans nos espaces. Ensuite, deuxième grande famille d'actions pensées par nos amis, renforcer l'accompagnement des chercheurs dans le montage de projets, renforcer et développer les échanges internationaux, créer des masters internationaux pour démarrer très tôt dans l'interconnaissance, développer du jumelage de laboratoires à l'échelle internationale. Voici quelques pistes, elles ont été d'ailleurs rappelées ce matin. On le constate, ce sont des actions mais, très concrètes. Là, on n'est pas dans le monde des idées, il s'agit d'être pratico-pratique et de prouver par l'action véritablement que ces réseaux sont efficients et fonctionnent. Donc, des masters internationaux, nous en avons quelques-uns, mais il faut aller plus loin. Une école doctorale internationale, nous en avons une en physique de l'atmosphère. Sur ce type de modèle, il faut augmenter les échanges avec les pays de la zone et dupliquer ces expériences dans l'ensemble de nos territoires ultramarins. Et enfin, troisième et dernière famille d'actions, professionnaliser les métiers d'appui et de mise en réseau, améliorer le soutien, la coordination des dispositifs présents à la Réunion, notamment, fluidifier les guichets de financement, penser des questions techniques de délai, de risque de décalage dans les financements. Là encore, c'est très pratico-pratique, mais c'est du vécu. Nous avons, vous le savez, connu le transfert de l'autorité de gestion des fonds européens de l'État vers les régions. Ça a été une transformation importante et toutes les régions n'ont pas été toutes prêtes dans l'instant à gérer ces fameux fonds européens. Donc nous avons connu pour le coup des risques nouveaux, non pas d'absence de financement, mais de retard dans les financements, mais ça met parfois en péril les dynamiques de recherche émergentes. Eh bien, je laisse maintenant un temps aux questions s'il y en a, puisque nous avons épuisé cette présentation. La parole est libre. Pas de réaction particulière sur l'atelier recherche. Dans ce cas, Président, je vous cède la parole. Merci beaucoup Gilles, merci pour cette restitution. Nous allons pouvoir poursuivre en fait avec la synthèse du séminaire. Donc il y avait eu deux autres ateliers, l'un sur les formations, l'autre sur la mobilité. Donc je crois que c'est Aurélien qui nous fait la synthèse sur la partie mobilité et il me semble que c'est Sophie Prima qui nous fait sur la partie formation. Donc je vous invite à venir. Alors on est un petit peu pris par le temps parce que bien évidemment on a pris un petit peu de retard. Donc ce qu'on va faire, c'est faire de façon assez synthétique, s'il vous plaît, donc les synthèses. Ensuite, donc en parallèle, on a travaillé sur un certain nombre de déclarations finales qu'on va vous lire juste ensuite avec la vice-présidente en charge des relations internationales. Et enfin, donc, nous ferons la clôture du séminaire avec le président de la CPU,
sans avoir auparavant, donc avec l'ensemble des signataires ici présents, signé les déclarations finales. Donc on change un petit peu le programme, donc les synthèses, lecture des déclarations finales, signature, clôture, ensuite avec le président de la CPU. Aurélien ? C'est là. Bonjour à tous. Moi j'ai le plaisir de faire la restitution de l'atelier qui était sur les mobilités et internationalisation. Donc c'est un nouveau métier pour moi de restituer. C'est avec grand plaisir que je le fais. Mais quand j'ai fini la restitution, j'ai eu un peu une sueur froide et j'ai pensé à Andrés Escobar qui, il y a 24 ans et 4 jours, voilà, décédé, joueur colombien de football qui a été tué parce qu'il avait raté un but. Donc j'espère que les participants voilà, seront sympas avec moi. Et si, je dis à mes hiérarchies que si je ne suis pas de retour au travail lundi, les suspects sont dans la liste des participants quelque part. Alors, l'idée en fait, c'est les thèmes que nous avons abordés sont 3 thèmes. Donc au cours de cette heure et demie, nous avons abordé 3 thèmes, le logement étudiant, les bourses de mobilité et les visas. Donc effectivement, c'était assez peu de temps. Juste pour le cadre, nous avons parlé des mobilités entrantes et sortantes, donc de ces deux-là, et nous avons exclu l'aspect métropole. Donc nous ne traitons pas de mobilité en métropole, mais bien à l'international. Alors, les participants, nous avons eu M. Jean-Paul Duprat, qui est directeur général du Crous. Nous avons eu M. Alexandre Imhoff, qui est directeur territorial de l'Agence d'Outre-mer, avec l'acronyme l'ADOM. Nous avons eu M. Pierre Van de Weg, qui est vice-président des relations internationales de l'Université de Rennes 1. Mme Zatara Gros, qui est la VPRI de l'Université de La Réunion, Madame Cossanel du département. Nous avons eu l'Agora, qui est l'agence de l'urbanisme de La Réunion, en la personne de M. Grondin, et nous avons eu le plaisir d'avoir Madame Claire-Anne David-Lecourt, donc vous connaissez, qui est chargée de mission à la CPU. Et pour la région Réunion, on a eu la participation de la direction de la mobilité, donc qui traite notamment les bourses de la mobilité, et de la direction de l'éducation. Voilà. Alors, l'idée que ma restitution, elle va être assez simple. Ça va être, je vais vous présenter les enjeux que nous avons identifiés et les résolutions que nous proposons pour répondre à ces enjeux. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de passer. Alors, les enjeux. Une volonté présidentielle nationale. Donc là, les enjeux et les préconisations, je vais alterner entre l'aspect national et l'aspect un peu plus régional. Donc il y a une véritable volonté présidentielle de doubler le nombre d'étudiants internationaux. Il y a une concurrence très claire des pays volontaires et qui ont les moyens et qui mettent les moyens pour attirer les étudiants internationaux. Et on a également un enjeu local de la coordination des acteurs. Donc ce sont des enjeux assez importants. Ensuite, l'enjeu sur les longueurs de construction des logements étudiants, sur l'insuffisance à La Réunion des logements étudiants et des logements sociaux et également du foncier, et également
une capacité financière des étudiants de la zone océan Indien, donc qui est une réelle problématique. Et contrairement à d'autres régions métropolitaines, il y a une absence d'observatoire du logement étudiant à La Réunion et selon certains acteurs, voilà, cet observatoire pourrait être important pour résoudre le problème du logement étudiant, le manque de logement étudiant. Ensuite, nous avons également une situation qui commence à croître, c'est des difficultés financières, donc des étudiants de la zone qui arrivent avec des difficultés financières, et notamment un problème de garants qui sont prouvés au moment au poste diplomatique et qui posent des soucis par la suite quand ils arrivent à La Réunion. Et puis également, nous avons des destinations qui sont moins aidées, notamment les États-Unis et notamment le Québec. Alors, et enfin, le difficulté pour les étudiants en alternance d'avoir leur visa et également pour les personnes qui viennent effectuer un stage en laboratoire. Et puis effectivement d'autres enjeux que vous voyez listés et également Erasmus Océan Indien, la mise en place d'Erasmus Océan Indien qui devrait bientôt se faire. Donc, et pour mettre en place Erasmus Océan Indien, il faut très clairement répondre à la question des visas qui est fondamentale. Alors, quelles sont les résolutions qui ont été adoptées? Alors, de manière générale, on pourrait en regrouper certaines dans la définition d'un plan étudiants internationaux. C'est une appellation non contrôlée, si je peux dire. Voilà, c'est une appellation libre qu'on a utilisée. Ensuite, alors, dans ce plan d'étudiants internationaux, qu'est-ce qu'il composerait? Tout d'abord, il s'agirait de développer des moyens à la fois réglementaires, financiers et autres pour permettre justement aux universités de doubler leurs étudiants internationaux. On a deux exemples phares qui ont été identifiés pendant l'atelier, les droits d'inscription différenciés et les sociétés universitaires de recherche. Là, c'est l'occasion de créer pour le dernier aspect des résidences pour les étudiants, mais en tant que filiale justement de l'université. Ouais. Ensuite, pour faciliter l'attribution des visas, un élément très important pour les étudiants qui viennent étudier en alternance ou qui viennent effectuer un stage en laboratoire. Donc là, les préconisations qui ont été identifiées sont de conserver le statut étudiant lors de l'établissement du contrat, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, de supprimer la limite d'âge, puisque à l'heure actuelle c'est 26 ans, et également d'ouvrir ce dispositif aux primo-arrivants, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont obligés d'avoir fait 1 an d'études en France. Ensuite, donc là, amélioration de l'accueil des étudiants internationaux avec une professionnalisation des acteurs, et je vais aller un peu plus rapidement, une vigilance sur la fiabilité des garanties financières des étudiants, ça c'est plus pour les postes diplomatiques. Alors ensuite, et là j'ai bientôt fini, les résolutions sur le logement étudiant. Voici celles qu'on a identifiées. Donc c'est la possibilité de simplifier, enfin c'est la nécessité, pardon, de simplifier les procédures réglementaires de construction de logements étudiants et notamment, alors c'est notamment la circulaire expertise avec un aménagement ou une suppression, les termes différents ont été utilisés, mais elle a été clairement identifiée. Ensuite, on a un souhait au niveau national d'impliquer les universités dans l'aménagement du territoire, puisque les universités ont quelque chose à dire pour l'aménagement. Ensuite, permettre à La Réunion de recourir également à l'expérimentation réglementaire, notamment grâce à la défiscalisation pour augmenter le parc locatif des étudiants. Et
ce qu'on disait tout à l'heure, la mise en place d'un observatoire du logement étudiant, qui pourrait être fondamental, avec différents acteurs. Voilà, je ne vais pas les lister pour aller un peu plus rapidement. Et là, j'en suis à la fin. Les résolutions pour les bourses, l'importance de mettre en place un comité de pilotage de la mobilité et de l'internationalisation à La Réunion. Donc là, on est plus sur une résolution locale, impliquant différents acteurs, comme vous pouvez le voir, et qui permettrait de travailler sur ces différents aspects et qui permettrait de mettre du lien entre ces acteurs, un lien qui n'est pas toujours là, et ce comité permettrait de l'assurer. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Dernière restitution, Sophie Prima, si elle veut bien nous rejoindre sur la partie formation. Bonjour à tous, rebonjour à ceux que j'ai déjà vus ce matin. Alors, je crois que j'ai à peu près 5 minutes. J'attends que... J'aide pas mon collègue qui doit trouver la restitution. Vous m'entendez ? Je vais commencer à faire la présentation. Moi, j'ai la présentation devant les yeux. Ok. Donc, l'objectif de ce matin, de l'atelier qui s'appelait « Offre de formation au prisme de l'internationalisation » était de voir quels étaient justement les enjeux d'internationaliser nos formations pour une université ultramarine qui se trouve dans un environnement direct, multiculturel et hautement concurrentiel. L'objectif était de voir les opportunités, les conditions de développement, mais aussi les freins à ce développement et comment la mettre en œuvre tout en respectant le cadre national. Nous avons eu alors il y a déjà eu une première présentation générale sur ce qu'était l'offre d'internationalisation. Et en fait, je me rends compte que j'ai perdu mes diapos. Alors, on m'a demandé d'aller vite, ça va aller vite. Je vais faire un bref récapitulatif de ce qu'ont dit chacun des intervenants. Tout d'abord, monsieur Bénard, qui représente le centre CNAM de La Réunion, a annoncé que, vu que tout le monde appelait de ses voeux la création d'une université indiano-océanique et numérique, il nous a rappelé qu'en fait cette université indiano-océanique numérique existait déjà et c'était ce qu'offrait justement le CNAM La Réunion, qui a une offre 100% numérique. Puis, M. Christian Olivier a présenté son offre de formation à distance dans le domaine des français langue étrangère, licence 3 et master, qui offre de formation. Alors, la genèse de cette offre à distance était pour répondre à deux objectifs. Le premier, c'était pour élargir le vivier des étudiants, proposer une offre aussi bien au niveau local que national et international. Le deuxième objectif était de redynamiser le secteur du FLE, du français langue étrangère, en offrant en offrant une offre singulière.
Pardon. Si, c'est ça. Voilà, on en est arrivé à Christian Olivier. Hop. Putain. Oh. Il y a le calcitron. Non, ça va, merci. Donc voilà. Monsieur Gattina, qui lui est le directeur du département sciences du bâtiment et de l'énergie, a présenté les offres de formation délocalisées qui existent, qu'il a déjà développées à Madagascar. Donc voilà, mais il explique aussi, je suis désolée et je me rends compte qu'il y a énormément de coquilles, je vous prie de m'en excuser. Monsieur Gattina a aussi expliqué qu'il recevait énormément de demandes d'étudiants étrangers pour son master génie civil, notamment parce que c'est une offre professionnalisante qui répond vraiment à des besoins. Il a pointé le doigt sur le fait que les partenariats sont en général été mis en place à la suite de collaborations en recherche. Comme cela avait été dit par des intervenants précédents, tout est une question d'hommes et de relations humaines et de collaboration. Et l'avenir, l'histoire commune en fait entre les partenaires est vraiment gage de succès. Ok, merci beaucoup. Pardon. Et il a annoncé qu'en fait, suite au succès de la formation délocalisée à Madagascar depuis 10 ans aujourd'hui, il souhaite développer la même chose avec l'Université des Comores, une licence qui sera en codiplomation et le master qui sera délocalisé. En fait, ce sont les étudiants comoriens qui iront étudier à Tana. Et la même chose avec Maurice, avec l'Université des Mascareignes. Pardon. Monsieur Plante, lui, qui représente les entreprises de la zone océan Indien, a confirmé qu'effectivement la question de l'internationalisation des formations était cruciale pour répondre aux besoins des entreprises, besoins qui peuvent être montés aux universités, comme ils sont en train de le faire, notamment dans le domaine des TIS, où ils ont pu réaliser une monographie. Enfin, Madame Saliman est intervenue sur la question linguistique en rappelant que la question linguistique est centrale dans la problématique de l'internationalisation des formations. Elle est particulièrement saillante ici, puisque nous sommes dans une zone très francophone, avec néanmoins des voisins anglophones. Madame Saliman, qui est la directrice de la Maison des Langues, avec la direction des relations internationales, avec la vice-présidente, ont remarqué que à ce jour, aucune formation n'était proposée en anglais à l'Université de La Réunion, alors qu'en métropole, c'est désormais un fait général. Dans toutes les universités de métropole, il y a une ou plusieurs formations en anglais. Pour pallier à ça, la Maison des Langues va proposer un projet à partir de la rentrée. C'est la formation des enseignants-chercheurs de l'Université de La Réunion à enseigner en anglais. Donc pendant un an, ils seront en formation et pour pouvoir le mettre en application l'année qui suit, donc à partir de 2019-2020. Pour conclure, ce qui est ressorti, suite à ça, il y a eu des discussions, des interventions dans le public. Ce qui est ressorti de ces présentations, des discussions avec le public, c'est tout d'abord la place de l'humain. Une formation ne pourra être internationalisée, ne pourra être un succès, ne pourra être pérenne que si elle repose sur des collaborations de personnes qui se connaissent, qui ont des intérêts communs, qui savent comment ils travaillent, qui ont les mêmes désirs et qui porteront ces formations-là. En général, l'origine, ce sont des collaborations de recherche. Ce qui est ressorti également, c'est qu'on ne peut pas tout internationaliser. Il faut faire des choix. Parce que pour des raisons de coût, pour des raisons de faisabilité. Donc le choix se fait par rapport à la stratégie internationale de l'université. Le choix se fait par rapport aux besoins professionnels, aux besoins du marché du travail local et régional. Et le choix se fait justement sur l'existence de ces liens humains qui existent et qui permettent la création de ces formations.
La question de la langue a été très importante également. Et il en est ressorti, effectivement, comme M. Tartra, j'ai peur de ne pas être fidèle à ce qui a été dit. J'essaie de l'être au maximum. Il en est ressorti que même si nous voulons soutenir la francophonie, même si nous avons de nombreux partenaires francophones, nous reconnaissons qu'il faut insérer quand même un enseignement en anglais. Et là, ce n'est pas contradictoire justement de défendre la francophonie tout en voulant intégrer des enseignements en anglais. Et c'est vers ça que nous allons aller. Voilà, maintenant je crois que je vais pouvoir vous remercier pour votre attention et passer la parole à M. Mirandeville, le président. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, donc le séminaire a été effectivement très riche et a permis donc, à travers l'ensemble de ces tables rondes et ces ateliers d'aborder bien des points. Nous avons en parallèle donc, travaillé avec les présidents des universités ultramarines et le directeur du CEFR à une déclaration finale. Donc je vais inviter mes collègues présidents des universités ultramarines, alors en excusant M. Aurélien Siri qui a dû partir un petit peu plus tôt, donc il devait prendre l'avion, et puis donc, nos deux autres collègues qui sont du Pacifique, qui malheureusement n'ont pas pu venir avec nous. Donc Eustace et Antoine, si vous voulez bien me rejoindre. Je vais vous lire donc, la déclaration finale donc, à l'issue de ce séminaire sur laquelle nous avons travaillé, sur laquelle nous convergeons. Et ensuite, nous signerons donc, cette déclaration finale qui amorce, et j'en suis très heureux, donc, le réseau des universités ultramarines. Mettez-vous, si vous voulez bien. Mettez-vous juste à côté, si vous voulez bien. Alors, donc nous avons convergé sur une déclaration qui signe donc le lancement du réseau des universités ultramarines au sein de la conférence des présidents d'université. Cher Gilles, je te propose de venir nous rejoindre aussi, puisque la CPU est évidemment complètement associée à ce qui se fait en ce moment même. Et je vais vous lire donc in extenso cette déclaration qui va vous permettre de prendre conscience du travail que nous avons fourni. Les universités ultramarines et le centre universitaire de Mayotte se sont réunis à Saint-Denis-de-la Réunion ce jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018 pour le premier séminaire Les Outre-mer, Terre d'Union, organisé par l'Université de la Réunion, qui accueillait parallèlement une réunion du conseil d'administration de la conférence des présidents d'université. Ce séminaire, consacré à la thématique des universités ultramarines face au défi de l'internationalisation, s'est déroulé dans un contexte particulier, marqué notamment par les conclusions des Assises de l'Outre-mer et par la proposition numéro 10 du colloque de la CPU de mars 2018, appelant au développement d'une stratégie d'influence de l'enseignement supérieur et de la recherche vers les universités d'autres régions du globe, notamment à travers l'implication des universités ultramarines dans les coopérations avec les pays limitrophes. L'ambition de cette séquence était de donner l'opportunité aux universités ultramarines de mieux se faire reconnaître dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation français et de fédérer leurs énergies pour définir ensemble un modèle spécifique de rayonnement et de co-développement dans leurs environnements régionaux respectifs. Tout en associant l'ensemble des parties prenantes, des partenaires internationaux aux acteurs politiques et socio-économiques locaux, un espace de dialogue a donc été ouvert pour permettre aux universités ultramarines de définir les modalités de leur mise en réseau dans le cadre de la conférence des présidents d'université, ainsi que leur feuille de route pour les années à venir. À l'issue des 2 jours de séminaires et de travaux sous forme d'ateliers de table ronde, le réseau des universités ultramarines et du centre universitaire de Mayotte, en étroite concertation et collaboration avec les membres du conseil d'administration de la CPU, adopte les résolutions suivantes. Première résolution, la gouvernance. Les universités ultramarines et le centre universitaire de Mayotte souhaitent poser la première pierre d'un futur réseau des établissements ultramarins au sein de la conférence des présidents d'université afin de diffuser le modèle français et européen de l'ESRI, donc enseignement supérieur, recherche et innovation, dans leur zone d'influence. Résolution numéro 2, diplomation et stratégie. Ils réaffirment leur rôle majeur dans le développement d'une diplomatie universitaire au sein de leur zone géographique et au-delà. Ils ont un rôle important de référent pour l'adaptation des textes aux spécificités ultramarines, notamment dans le cas où la CPU serait sollicitée sur ces questions. Résolution numéro 3, sur la formation. Ils favorisent le développement des formations ultramarines en mettant tout en œuvre pour améliorer les taux de réussite, particulièrement en licence. Pour ce faire, ils préconisent le développement de la mobilité, notamment virtuelle, afin de toucher le plus grand nombre d'étudiants et d'apprenants dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Résolution numéro 4, recherche et innovation.
Ils entendent développer des collaborations de recherche et d'innovation portant sur des domaines de recherche communs à fort enjeu et visibilité pour l'outre-mer, notamment par des réponses coordonnées aux appels à projets des programmes d'investissement d'avenir, par exemple le futur programme d'école universitaire de recherche, volet 2, du programme d'investissement d'avenir numéro 3, dont la gouvernance sera exclusivement assurée par les établissements ultramarins signataires. Ils soutiennent une recherche à fort impact sur les écosystèmes locaux, dont les résultats pourront nourrir la formation ainsi que l'innovation. Résolution numéro 5 sur la mobilité. Ils promeuvent la construction d'un espace de mobilité régional pour les étudiants en études et en stage, ainsi que pour les personnels en développant un système d'accueil croisé et la construction de parcours universitaires en partenariat entre établissements. À cette fin, ils demandent un plan de soutien à la mobilité régionale par l'octroi de bourses régionales de mobilité et par l'augmentation des moyens dédiés au financement de logements à destination des étudiants. Résolution numéro 6, francophonie et Europe. Ils contribuent au rayonnement de la francophonie et du modèle européen de l'enseignement supérieur dans leur zone d'influence. Voilà, donc cette déclaration finale va être signée. Je pense qu'on va nous amener donc les parapheurs et je propose que le président de la CPU ouvre le bal. Il faut tous que je les signe alors. Allez, hop, on va filmer. Signer sans regarder, c'est pas facile, hein. Ah non, je failli signer, il n'y avait plus. Merci beaucoup. Merci. Avec un autre stylo, c'est ça? Ah, je signe. Attends. Il n'y a que deux. Je me suis marié. Ouais, j'ai tout signé. Je pense. Ça s'améliore. À la 7e, on aura peut-être une fois une photo. Je pense que ça ira. Ça ira? Allez, la dernière, parfait. Sans regarder, sans regarder. Tu veux pas utiliser le même stylo que nous? Si, bien sûr, bien sûr que si. Je vais mettre un piège là. Pas mal. Technique. C'est grave. C'est pas le cadet. Oui, là, ça va mal se passer. Voilà, je pense que ça peut s'applaudir quand même. Voilà, donc on va vous laisser un petit mot, la clôture se fera après. Un petit mot par rapport à la déclaration. Par rapport à la déclaration, ben c'est une belle déclaration qu'on a pu signer qui va permettre de bien mettre en valeur au sein de la CPU les spécificités de nos universités ultramarines avec lesquelles nous travaillons déjà énormément. Mais là, voilà, on marque la mise en place de cette première pierre vers la constitution du réseau qu'on espère va être actif et pérenne dans le cadre de la CPU. Merci. Merci Frédéric, merci Gilles pour cette belle aventure. C'est la première fois dans l'histoire de l'enseignement supérieur français
où les universités ultramarines se mettent ensemble pour construire. Et aujourd'hui, nous avons commencé la construction de ce réseau, une structure qui nous permettra de nous réunir, de partager, d'échanger, afin de permettre à nos étudiants d'évoluer dans notre réseau, au niveau de notre réseau, et le réseau qui servira aussi de point de départ pour d'autres réseaux. Et c'est aussi l'occasion pour nous de mettre ensemble nos forces pour réduire nos faiblesses. Et je pense aux projets de recherche, les appels à des projets de recherche pour lesquels une seule université n'aurait pas pu répondre. Donc merci pour ce réseau que nous venons de commencer à construire. Et ce n'est qu'un début. On va continuer à nourrir ce réseau. Merci. Ça fait un an, j'arrivais à la CPU et déjà il y avait en prémisse cette idée d'avoir une représentation un petit peu forte au sein de la CPU. Je me rappelle d'une première réunion au mois d'octobre et puis c'est très bien parce que quelques mois après, ça se conclut par la signature de cette déclaration qui fait prendre corps à ce réseau. Et vraiment, Frédéric, merci d'abord pour l'accueil et l'organisation de ce séminaire, cette initiative. Et puis, grand merci aussi à Gilles pour le soutien et tout le conseil d'administration pour le soutien apporté à cette initiative. Et je pense que ça va nous permettre de continuer à construire. On en a parlé depuis 2 jours et ça, c'est vraiment important parce que les universités ultramarines et même celles qui sont sur un grand continent comme l'Amérique du Sud restent quand même un écosystème insulaire, d'une certaine façon. Et donc on a besoin de se mettre en réseau pour mieux faire et mieux agir pour la francophonie et l'Europe. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vous invite à reprendre donc vos places. Je vais passer... Ah oui, on va faire une photo avant et ensuite je laisserai la parole à notre vice-présidente, Eri. On va donc passer à la suite des conclusions, puisque comme vous l'avez compris, il y a une seconde déclaration finale qui concerne, elle, le lancement du réseau des universités et des établissements supérieurs de l'océan Indien. Pour la présentation de cette déclaration, je vais demander à Madame Anne-Françoise Attaragro de nous rejoindre, notre VPRI. Et pour la signature également, je vais appeler Monsieur Donjay Douri, le Vice-Chancellor de l'Université de Maurice, Monsieur Jean Lalena Rakoto Malala, le directeur général de l'IST d'Antananarivo, Madagascar, Monsieur Philippe Bataille, le directeur de l'AUF Océan Indien. Et nous avons également, même s'il n'est pas présent avec nous, le président de l'Université des Comores qui est signataire. Madame la vice-présidente. Mesdames et messieurs, des différentes discussions qui ont eu lieu, notamment au cours de la table ronde 1 qui était consacrée à la diplomatie universitaire et de la table ronde 4 qui était donc consacrée aux regroupements universitaires internationaux, 2 idées ont émergé. La première idée, c'est bien évidemment donc l'importance du rôle de la diplomatie universitaire dans la construction d'un espace indien-océanique d'enseignement, de recherche et d'innovation. Et la seconde, c'est l'idée, bien évidemment, qu'il faut se structurer pour pouvoir avancer, je dirais, dans cet espace d'enseignement supérieur et de recherche intégré. Et pour ce faire, donc, les universités présentes et les établissements d'enseignement supérieur présents ont décidé de structurer un réseau. On a un réseau des universités et des établissements d'enseignement supérieur de l'océan Indien
qui adopte donc les résolutions suivantes. Nous avons donc adopté 8 résolutions que je vais vous lire. La première, donc, c'est la création donc, du réseau et de sa gouvernance. Donc, les universités et les établissements d'enseignement supérieur de l'océan Indien souhaitent installer un réseau des universités et établissements supérieurs de l'océan Indien. Ils œuvrent ainsi pour la mise en place d'une conférence annuelle tournante en vue de partager les bonnes pratiques, en vue d'aider au développement, en vue de favoriser un espace intégré d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et il est convenu que la première conférence aura pour but de déterminer l'organisation et le fonctionnement de ce réseau, dont notamment les éléments de gouvernance. Point 2, il est consacré à la diplomatie et à la stratégie. Donc les universités et les établissements présents réaffirment le rôle des universités et de ces établissements dans le développement d'une diplomatie universitaire au sein de la zone océan Indien, afin de renforcer les synergies entre les régions, les États et les établissements voisins. Ils appellent également au renforcement du développement d'une stratégie d'influence de l'enseignement supérieur et de la recherche partagée en vue d'assurer un rayonnement de la zone océan Indien dans les autres régions du monde. Point 3, il est relatif à la formation. Il est décidé donc de favoriser la mise en réseau des offres de formation dans des secteurs pertinents pour l'essor de la zone india-océanique par l'appui au développement de formations internationalisées qui soient en lien avec la recherche et qui soient mutualisées à tout niveau et pour tout public. Point 4, recherche et innovation. Nous entendons donc développer une recherche et innovation collaborative régionale qui soit servie par l'existence d'une communauté india-océanique de chercheurs et préconisons la création d'appels à projets thématiques qui portent sur des domaines de recherche communs et pertinents donc pour notre zone. Nous soutenons également une recherche à fort impact sur les écosystèmes locaux dont les résultats pourront être appropriés par les apprenants en formation initiale, par les étudiants et par les apprenants donc en formation initiale comme tout au long de la vie. 5e point, celui de la mobilité. Il est entendu que nous souhaitons donc promouvoir la construction d'un espace de mobilité régionale pour les étudiants en études, en stage, mais également pour les personnels. Et à cette fin, nous souhaitons donc un plan d'investissement au soutien de cette mobilité, notamment par l'octroi de bourses régionales de mobilité et par l'augmentation de moyens qui soient dédiés au financement de logements à destination des étudiants. Et nous défendons bien évidemment la nécessité d'une plus grande circulation des étudiants dans cet espace. Et à cette fin, nous requérons la simplification des procédures des visas à destination donc, des étudiants de formation traditionnelle et également par apprentissage. Point 6, numérique. Nous préconisons donc le développement de la mobilité virtuelle afin de toucher le plus grand nombre d'étudiants et d'apprenants dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Et pour ce faire, nous préconisons donc un plan d'investissement qui puisse être développé en faveur donc, des pédagogies innovantes et des infrastructures nécessaires au soutien de cette mobilité, ainsi qu'à la numérisation des offres de formation au sein donc, de cet espace india-océanique. Point 7, il est relatif donc, aux sociétés et nous souhaitons défendre une approche inclusive de l'université qui soit en prise étroite avec les sociétés de l'océan Indien en vue de développer un écosystème régional d'enseignement supérieur et de recherche. Enfin, point 8, au niveau du soutien de ce réseau et afin de soutenir une action pérenne et efficiente dans toutes les dimensions de la coopération académique et universitaire, eh bien, nous nous engageons à demander donc des fonds nécessaires pour pouvoir effectivement donc en assurer le fonctionnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons donc procéder maintenant à la signature de cette déclaration et je vais donner donc la parole donc aux signataires.
effectivement, il faut faire un autre discours. Que devrais-je dire, si ce n'est qu'on a largement dit, répété depuis hier, que se mettre ensemble fait beaucoup plus de force. Je crois que c'est ça le mot que je retiens, que ce soit en renforcement donc, de l'enseignement, que ce soit en recherche, innovation, que ce soit en entrepreneuriat. Je crois que ce sont là donc les domaines sur lesquels on devrait travailler. Tous les participants ont émis des idées, des actions. Je crois que là, on a une feuille de route et il n'y a aucune raison que cette coopération entre les universités ne marche pas. Je pense qu'on prendra note d'ici une année des réalisations et j'espère que vraiment il y aura des choses très intéressantes à montrer parce que faire de notre région océan Indien pas une région uniquement axée sur le tourisme et que les autres régions nous voient aussi comme une région innovante, axée sur donc, le savoir, ça serait très très bien aussi. Voilà, merci. Monsieur le Président de l'Université de La Réunion ainsi que son équipe, quand j'ai reçu l'invitation à ce séminaire, quand j'ai lu les Outre-mer, j'ai hésité un petit peu. Mais quand j'ai continué Terre d'Union, je me suis dit, ça concerne forcément notre institut et Madagascar, notre pays, d'une manière ou d'une autre. Donc je n'ai pas hésité à répondre positivement à votre invitation et qu'au vu des résultats des différents échanges que nous avons eus et aussi à l'issue de la signature de cette résolution, donc les résultats sont mieux que j'espérais. Je félicite votre initiative et aussi les soutiens de tous vos partenaires. Je pense que, même si je ne présente pas officiellement mes collègues malgaches, je crois que les universitaires malgaches partagent le même avis en disant que cette convention constitue on va dire, un moyen, un outil pertinent et efficace pour redynamiser la coopération régionale et ça va nous permettre de focaliser notre point de vue vers un point commun qui est la pertinence de la coopération régionale. Merci encore, Monsieur le Président, et merci à toute l'équipe de l'Université de La Réunion, à tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Merci. Alors, au nom de l'Agence universitaire de la francophonie et de son recteur, Jean-Paul de Godemar, je voulais vous remercier, Monsieur le Président de l'Université, vous remercier, Monsieur le Président du Conseil académique, remercier l'équipe de la présidence en général et Anne-Françoise en particulier, parce que je sais que l'énergie que ça représente, bien sûr de nous avoir invités ici, ça c'est déjà des remerciements que j'ai adressés, mais des initiatives que vous avez prises. Alors la première qui est de créer ce réseau des universités ultramarines, parce que je pense qu'il est important que la France ultramarine existe dans la France et dans l'Europe. Alors nous aurions pu d'ailleurs, je disais à Anne-Françoise, soutenir aussi cette initiative, mais moi j'ai un petit tropisme océan Indien en tant que directeur régional, mais je ne représente pas que ma région, et donc je vous félicite aussi pour l'initiative prise de lancer ce second réseau, ou ce premier réseau d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre, sur les établissements enseignement supérieur océan Indien. Je m'en félicite parce que d'abord il y a des liens, il faut quand même le dire, c'est pas, on ne part pas de rien, il y a déjà beaucoup de coopération à 2, 3, 4 pays, mais la conférence ce réseau qui pourrait s'appeler une conférence de recteurs, comme on les appelle dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie, ce sont des projets que l'AUF dans sa mission soutient, appelle de ses voeux, puisqu'il est important qu'il existe des plateformes aussi pour
porter différents plaidoyers, différentes organisations, au-delà de ce que les établissements sont déjà capables de faire eux-mêmes. C'est ce pourquoi nous avons spontanément souscrit à l'initiative qui était la vôtre. Mais je distinguais le franco-français, que j'estime et que l'AUF peut soutenir, et qui est important, encore une fois, comme je l'ai dit, du multilatéral régional océan Indien. Et donc maintenant, il va nous appartenir de construire, sur la base de ce qui existe déjà, cette conférence des recteurs. Je rappelle, et Jean Lalagne le sait, puisqu'il a un peu plus d'existence, pas en termes d'âge, hein, de fonction. Il y avait déjà eu une tentative qui avait été mise en œuvre, qui s'appelait la Crésuroy, conférence des recteurs océan Indien, qui était une initiative portée beaucoup par des représentants malgaches d'établissements d'enseignement supérieur, qui avait bien commencé à fonctionner, et puis pouf, elle s'est arrêtée parce que voilà, les gens qui la portaient, ils ont été appelés à d'autres fonctions, comme on dit, et puis il faut savoir créer les successeurs et les héritages, parce que ça nous dépasse tous largement. Mais donc là, quand je remercie l'Université de La Réunion d'avoir porté cette initiative, c'est très sincère, puisque c'est pas parce que ça a failli exister que ça n'a pas encore existé que ça ne peut pas exister demain. Et donc maintenant, il nous reste à construire ensemble la chose, et l'AUF vous soutiendra dans cet exercice comme dans d'autres. Merci beaucoup.